Place de l'Opéra, l'un des quartiers les plus chics de Paris. Gilles Véraud vient proposer sa dernière création à une luxueuse brasserie. Bonjour Laurent. Salut Gilles. Comment ça va? Ça va et toi? Voilà. Donc je te laisse l'ouvrir. Ouais. Le chef, Laurent André, a commandé à l'artisan un pâté en croûte pour sa nouvelle carte. Oh! Voilà. Alors l'idée, si tu veux, c'était comme on a fait déjà des pâtés en croûte avec des formes un petit peu classiques. Tu vois, le premier était vraiment dans un moule carré. Et là, on a pensé à un pitivier. J'ai voulu le faire très, très esthétique. Tu vois, alors là, on a travaillé un filet de canette, un foie gras de canard, une farce de porc, porc blanc, du perche et des griottes. Je suis ému, surpris et j'attends de voir le résultat. Alors, je vais forcément trouver quelque chose. Ce pâté, créé sur mesure pour le menu d'automne du restaurant, doit être parfait. De la présentation au mariage des saveurs. Il faut que tu arrives à me caler un peu plus de foie gras, que ce soit plus... Non, oui, je suis d'accord. Ouais, les griottes doivent être plantées dans le foie gras. Ouais. Ah oui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Tu vois finis très avec bien. la viande. C'est ça. Et plutôt dans l'esprit millefeuille et les griottes plus fines peut-être sur le foie gras. Ouais. Le chef est tatillon, car ce plat est un incontournable pour toute brasserie qui se respecte. Le pâté en croûte, le foie gras, la soupe à l'oignon, c'est l'image du français. Avec un pâté comme celui-là, oui, je suis sûr que nos touristes et nos clients étrangers, même nos clients parisiens, parce qu'on les a les clients parisiens aussi, vont être épatés de ça. Le pâté est un produit phare de notre gastronomie. Consommé depuis l'Antiquité, il est devenu au fil du temps un plat traditionnel, emblématique du terroir français. Ce mélange de viande, d'épices et d'aromates se déguste en toute occasion. Frais, sous vide ou en conserve, nous consommons près de 60 000 tonnes de terrine et pâté chaque année. Mais que sait-on de leur fabrication? Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour faire baisser les coûts? Quelques-uns érigent le pâté en œuvre d'art. Des concours récompensent les artisans les plus talentueux jusqu'à l'autre bout du monde. Des confins du terroir français aux fourmillantes avenues japonaises, les terrines, est-ce de l'art ou du cochon? C'est une adresse bien connue des amateurs de charcuterie. Dans le 6e arrondissement de Paris, la boutique de Gilles Véraud ne désemplit pas. On s'y presse pour son fromage de tête, ses pâtés en croûte et surtout ses terrines en tout genre. Voilà, madame qui va le découvrir pour la première fois. Donc, bonne dégustation. Alors moi j'écris quelque chose de merveilleux, de la joue de bœuf en compoté d'oignons, du pâté grand-mère et du saucisson à l'ail. Que des fondamentaux. Et ça fait partie de mon chemin de croix, vous voyez. Je m'en passerai pas. C'est vrai? Non. Je m'en passerai pas. C'est très très bon. Puis je sais pas, il y a du goût. Il y a du goût. Du goût et de multiples récompenses qui ont aussi un prix. 25 € le kilo pour un pâté de campagne et jusqu'à 70 € le kilo pour une terrine de saumon aux agrumes. Emporté, bien emballé, ça rentre par le RER. Avec ça, Les charcuteries de Gilles Véraud sont toutes faites maison. Vous êtes sur quoi, les garçons, là, en canard là? Et les viandes, c'est Gaël qui va les goûter tout à l'heure, peut-être? Oui. Dans son atelier, où travaillent une vingtaine de salariés, tout est fabriqué de manière artisanale.
Du désossage des viandes au montage des terrines. Célestin, tu peux me passer la terrine? Merci beaucoup. Merci. En plus des grands classiques qu'il propose toute l'année, à chaque nouvelle saison, l'artisan crée des recettes originales. Sa dernière en date, une terrine persillée au porc noir. Donc c'est l'échine de porc noir du Bigorre qui a été salée, cuite dans un bouillon. De l'autre côté, j'ai fait confire des tomates et un appareil fait avec la couenne du noir de Bigorre, de l'échalote, du persil, un peu de vin blanc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une terrine très irrégulière avec justement un peu un patchwork de couleurs, de textures. Le succès de ces terrines, Gilles ne les doit pas uniquement à son savoir-faire. La chose la plus importante pour une bonne terrine, c'est la matière première. Donc la viande ou le légume qu'on va employer. C'est primordial. Si aujourd'hui je travaille avec des matières premières de moyenne qualité, mes produits seront moyens. Et là, je peux rien faire. Je suis pas magicien en fait. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Et Pierre, venez goûter. Ce porc noir, qui ravit les papilles de ses apprentis, le charcutier a parcouru des centaines de kilomètres pour le trouver. Près de Mirande, dans le Gers, Gilles rend visite à l'un des éleveurs avec lesquels il travaille. Et bonjour Gilles. Comment ça va? Ah ben bien, impeccable. Toi aussi? Patrick Escudé élève 400 porcs noirs de Bigorre. Tu m'emmènes voir les parcours là, Voilà, ou on pas? va aller voir ça, on va essayer de les trouver. Là, je pense qu'ils sont un petit peu à l'ombre. On y va. Ouais. C'est parti. On a vu ce matin ou pas? Très tôt. Menacé d'extinction dans les années 80, le porc noir de Bigorre a survécu grâce à un collectif de passionnés. Pour préserver cette espèce et son terroir d'origine, ils ont établi des règles d'élevage très strictes. Ils ont de l'espace. Hein. Ils ont beaucoup d'espace parce qu'avec l'AOC, on s'est imposé de mettre moins de 20 porcs à l'hectare. Ouais, c'est ça. Un hectare, c'est très grand. Hein. Élevés dans ces grands parcs en plein air, les porcs de Patrick se nourrissent essentiellement d'herbes et de céréales, mais aussi de genêts, de châtaignes ou de glands. Ici, les porcs gambadent à leur guise et les précieuses bêtes tiennent à leur intimité. Ah, on les entend, ouais. Il va falloir monter là-bas, nous. Pour les trouver, c'est un peu la chasse au trésor. Et alors? Ils sont où? Ah, c'est l'aventure, là, pour les trouver. Viens, viens là, viens. Viens là, viens, viens. Ils fonctionnent en lot, hein. Donc si on en trouve un, on les trouve tous. On a trouvé les cochons, mon cher Gilles. Là, t'as vu, là, Regarde, ils sont là, tu vois. Voilà. Ouais. Ah ouais, lui, il est couché, donc il va peut-être pas se sauver. Ils sont au frais, tranquillou. Viens, viens là, viens. Viens là, viens, viens. Et alors, quand vous êtes petit, vous venez nous manger les chaussures et après vous venez plus? Ce mode d'élevage en semi-liberté permet d'obtenir, selon Patrick, une viande très tendre et savoureuse. Le fait qu'il marche, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a de grands parcours, parce que ça active la myoglobine des muscles et c'est pour ça qu'il a une viande très rouge, très persillée, qui est assez inédite au niveau de la qualité de la viande et de la fermeté. C'est vraiment bénéfique. Qui nous regarde. Après, on va leur faire des bonnes terrines. Une viande d'exception qui coûte près de 3 fois plus cher que celle d'un cochon ordinaire. Après avoir vu les cochons de Patrick, c'est quelque chose qui me renforce aussi dans mon idée de faire pas seulement de la charcuterie, mais aussi quelque chose qui est en rapport avec un terroir, avec un patrimoine culturel. Pour moi, c'est très très fort. Ouais. Et puis quand il y en a un qui se lève, il embarque tout le monde. Bande de couillons. Les élevages en plein air, comme celui-ci, sont rares. Ils représentent à peine 1% des élevages porcins en France. La plupart des pâtés et terrines que nous mangeons
sont fabriqués avec des porcs élevés de manière intensive et enfermés dans des conditions parfois choquantes. Régulièrement, des scandales éclatent. Ces images ont été tournées chez 2 éleveurs fournissant le leader français du pâté en conserve. Comment sont élevés les cochons pour la marque Enaf? Vous savez, la petite boîte bleue. Les cochons sont entassés, ils vivent sur du béton, sans jamais sortir. Commentée par le chanteur Arthur H, cette vidéo a été diffusée par les militants d'L214, une association de protection animale. Sébastien Arsac, son cofondateur, fustige ces conditions d'élevage, notamment pour les truies. En résumé, elles passent à peu près une moitié de leur vie en cage. Ça veut dire dans des cages dans lesquelles elles ne peuvent pas se retourner. Les cages sont à peu près de la taille de leur corps. Alors bien sûr, il y a des problèmes, c'est pas évident de se relever, ne serait-ce que ça. Il y a des blessures qui sont dues au frottement des barreaux sur leur corps. Donc les porcelets, eux, ils naissent dans ces cages-là. Le sol est bétonné. C'est ce qu'on appelle du caillebotis. Il y a juste des petits trous pour que les excréments puissent passer. Ça, c'est des animaux qui sont morts en engraissement. Ici, on est juste à côté d'une case de maternité. On voit très clairement qu'il y a des insectes qui commencent à venir. Selon lui, dans ce type d'élevage, 20% des porcelets meurent avant 6 mois, l'âge où ils sont abattus. Pourtant, Enaf vante depuis des années le bien-être de ses cochons, à grands coups de publicité. Chez Enaf, on ne sélectionne que les meilleurs cochons pour faire notre pâté. Tant pis pour les autres. Enaf, seul le meilleur est bon. La marque était-elle au courant de ces conditions d'élevage? Nous nous rendons chez l'un des éleveurs bretons, épinglé par l'association. Bonjour. L'accueil est plutôt froid. Bon, désolé, on arrive un peu. Désolée de débarquer un peu à l'improviste. C'est du foutage de gueule ou quoi? Qui êtes-vous? Comment on fait des reportages comme ça? C'est dangereux. C'est dangereux. On est un petit peu sur la défensive. Oui, d'accord, c'est normal. Finalement, l'homme accepte de nous parler, mais hors de question de pénétrer dans sa porcherie. Selon lui, la vidéo d'L214 est un reflet tronqué de la réalité. Un dossier qui était monté à charge, quoi. Donc forcément, on monte quelques images. Bon, ils n'ont pas été partout. L'espace bien-être, par exemple, des truies, là où les truies sont en liberté, ça n'a pas été filmé. Ça, vous seriez d'accord pour qu'on puisse éventuellement revenir? Oui, pas de problème. Ouais. Pourquoi pas? L'éleveur accepte notre proposition pour la décliner dès le lendemain. Aucun des éleveurs fournissant Enaf n'a souhaité nous ouvrir ses portes. En revanche, après négociation, le dirigeant de la société bretonne, lui, est d'accord pour nous recevoir. Loïc Enaf, arrière-petit-fils du fondateur, nous accueille dans le musée consacré à l'histoire de l'entreprise. Donc voici Jean Enaf en 1910, mon arrière-grand-père. Voilà, on le voit ici sur cette terre en 1930. Le patron veut répondre à la vidéo d'L214 qui a écorné l'image de sa marque. Moi, ce que j'ai envie de dire aux consommateurs qui ont pu être choqués, c'est que moi aussi, je suis choqué. Voir des animaux blessés, morts, etc., c'est choquant, évidemment, mais ça l'est pour nous tous. Mais c'est la réalité. Mais oui, mais faut pas se la cacher. Consommer un morceau de viande n'est pas un acte anodin. On dit c'est du béton, d'accord, c'est du béton, mais on va pas mettre des coussins non plus. Alors, on pourrait mettre de la paille, mais c'est pas si simple que ça, c'est très coûteux. Il justifie l'élevage intensif en bâtiment par des raisons économiques. Les 3 ou 4 dernières années, il était très très difficile de dire aux éleveurs d'investir massivement pour transformer de fond en comble leur élevage. Les choses ont changé. Le prix du porc a évolué favorablement pour les éleveurs et ils sont aujourd'hui plus réceptifs à investir parce qu'ils voient de l'avenir dans leur univers, ils voient l'avenir dans leur métier. Le chef d'entreprise assure vouloir faire évoluer les conditions d'élevage. Des changements qui nécessitent du temps. Pour l'heure, sa priorité, cultiver l'image populaire dont jouit sa marque. Tous les ans, une garden pâtée est ainsi organisée au siège de la société.
L'occasion de réunir autour d'un pique-nique géant les inconditionnels du pâté Enaf. C'est qui est les plus beaux? Rien ne semble arrêter les amoureux de la petite boîte bleue. Pas même les images sur les élevages porcins. Le cochon, c'est un être vivant qu'on tue, qu'on élève, qu'on tue et après on met en boîte. Maintenant, non, je n'ai pas de scrupule à manger. C'est le pâté de notre contrée. On est finistériens, voilà. Quand il y a quelqu'un qui vient pour un goûter ou n'importe quoi, allez, une baguette et le pâté, et puis voilà. On est fiers de notre pays, donc on mange local. Ouais. Depuis que je suis tout petit, j'en mange. Et les enfants en mangent aussi, avec plaisir. Avec 35 millions de boîtes fabriquées chaque année, la marque Enaf demeure le leader français des pâtés en conserve. Un marché que certains aimeraient bien conquérir. Sur les terrasses du Larzac, dans le sud de la France, une autre fête champêtre réunit des amateurs de terroir. Vous voulez quoi? Alors là, c'est une campagne à la truffe d'été. Parfait avec ce que vous êtes en train de déguster. Merci. Le stand d'Alexandre Marmus remporte un franc succès. Là, vous avez une terrine de lapin tomate basilic, si vous voulez déguster ça. Donc, ce sont des terrines qui viennent de la cavalerie, sur le plateau du Larzac. Et on fabrique avec que des produits français et le plus possible avec des produits d'Aveyron. Donc là, c'est du porc aveyronnais. Des terrines en conserve, aux saveurs originales et parfois étonnantes. C'est une terrine roquefort et noix. Qu'est-ce que vous en pensez, honnêtement? Surprenant. Surprenant, hein? Surprenant, mais bon, il y a problème. Le mélange de roquefort avec la viande derrière, c'est superbe. Non, sérieux, ça vraiment regardé. C'est une première. Troisième tranche. Oui, mais non, la troisième maintenant dessus. La terrine au roquefort, si on ne la fait pas déguster, les gens ne vont pas naturellement vers le produit. Donc une fois qu'on l'a... Mais on a même certains qui disent mais non, mais soit je mange du roquefort, soit du pâté, mais pas les deux. Et quand ils ont goûté, ils disent plus la même chose. Roquefort noix, chèvre miel amande ou encore canard aux figues. Alexandre propose près de 80 recettes différentes. L'idée de fabriquer du pâté, ce n'est pas lui qui l'a eu, mais sa grand-mère, Mercedes, 102 ans. Alors j'avais une petite surprise à te montrer. Oui. C'est le petit livre des secrets. Tu t'en souviens? Les techniques des pâtés. Je le connais. Tu le connais? Oui, ben oui, c'est le tien. C'est elle qui a fondé l'entreprise il y a 62 ans. Tiens, regarde. C'est là, au café, que tu as fait les premiers pâtés. Ah oui. À la Grande Rue. Ma grand-mère donc, a une histoire dans sa famille déjà de charcutier, hein, puisqu'elle était élevée, il faisait dans sa famille de la charcuterie. Et quand elle a rencontré mon grand-père, dans les années 50, elle s'est retrouvée à Saint-Jean-du-Boël avec une activité de commerçante dans un bar, une activité qui ne lui plaisait pas. C'était la volonté de son mari à l'époque. Oui. En tout cas, elle n'a pas suivi longtemps les envies de son mari, puisqu'elle lui a dit très rapidement, ça ne me plaît pas, je vais faire de la charcuterie et je vais faire mes pâtés. La première fois que je l'ai fait éviter à plusieurs personnes que je connaissais, que c'est bon, que c'est bon. J'en avais fait une centaine. Comme elle dit, elle fait 100 boîtes, on lui en demande d'en acheter 150. L'aventure démarre ainsi. Mercedes quitte son bar et crée la conserverie Papillon, du nom de son mari. L'entreprise se transmet ensuite de génération en génération. C'est toi, ça, et moi. Tu sais, quand tu me regardes en me disant « Fais attention, hein, je te surveille. Hein. » Lorsqu'il reprend l'affaire familiale, Alexandre investit dans cette usine pour moderniser la production.
Aujourd'hui, il produit près de 400 000 boîtes de pâté chaque année. La partie qui a été automatisée, qui change beaucoup, c'était la partie de l'emboîtage. Puisque à l'époque, ma grand-mère le faisait à la cuillère, faisait tout ça manuellement et en fait étiquetait même avec de la colle à tapisserie et étiquette par étiquette. C'est différent de nos jours. Si la production est désormais automatisée, Alexandre a tenu à conserver le savoir-faire et le mode de fabrication à l'ancienne de sa grand-mère. Pour sa recette phare, à base de roquefort, il utilise du foie et de la gorge de porc. La viande est hachée, liée avec de l'œuf, puis assaisonnée avec du sel et du poivre. Alexandre y ajoute ensuite des noix entières et du roquefort, émietté à la main. Donc là, vous le faites toujours à la main? Oui, toujours. Et le fait d'amener en fait cette matière-là, le vrai roquefort, on a une onctuosité dans le pâté, on se retrouve avec le vrai goût du roquefort en fait. Là, c'est pas un concentré. Depuis 1955, on n'a jamais mis un colorant ni un additif et on n'en mettra jamais. Aucun additif et aucun conservateur non plus. Une fois mis en boîte, le pâté est apertisé, autrement dit stérilisé. Il est cuit pendant 50 minutes à 110 degrés. C'est ce qui permet de conserver le produit pendant plusieurs années. Donc en durée de vie du produit, c'est 4 ans. Mais on peut le consommer après, hein. C'est une durée optimale, donc c'est conseillé. Nous, il nous arrive d'ouvrir des boîtes plus anciennes encore. Et on a des saveurs, c'est comme un vin en fait. S'il est conservé à une bonne température, on peut l'ouvrir plus tard et on a des saveurs différentes. On a souvent les arômes et les épices qui se sont développés. Alexandre vend principalement ses terrines à des grossistes et aux épiceries fines de sa région. Mais depuis un an, l'entrepreneur s'est lancé à l'assaut de la grande distribution. Dans ce secteur, la concurrence est rude. Pour sortir du lot, il s'attaque à un marché de niche, le bio et le sans gluten. Reste désormais à faire connaître les produits. Bonjour madame, vous voulez pas déguster une petite terrine avéronaise? Même en tête de gondole, pas facile d'attirer les consommateurs avec du pâté. Est-ce que je peux vous faire déguster une terrine avéronaise? Non, ça va, je vous remercie. Ah. Bonjour. Est-ce que vous voulez déguster une petite terrine avéronaise? Vous voulez pas revenir déguster finalement là? Alors, ici c'est une terrine bio. Alors vous en pensez quoi? Que du bien. Que du bien? Merci beaucoup. Alors, on va prendre une comme ça, une comme ça. Allez, un comme ça, un comme ça. À 20 € le kilo en moyenne, les terrines d'Alexandre sont près de 2 fois plus chères que les conserves classiques. Au rayon frais, certains pâtés industriels coûtent même moins de 3 € le kilo. Que valent ces produits sur le plan nutritionnel? Pourquoi sont-ils si bon marché? Anne-Laure Denant est nutritionniste et docteur en pharmacie. Elle est l'auteure d'un guide sur les additifs et leurs conséquences sur notre santé. Nous lui avons apporté un panel de pâtés trouvés dans les rayons des supermarchés. En plus d'être des produits gras, quasiment tous contiennent des additifs. On va retrouver en colorant les carmins qui donnent une couleur un petit peu rose mais qui sont quand même potentiellement allergisants. Ici, on va retrouver des texturants, des gélifiants. On va retrouver le fameux E250, donc ce sont les nitrites. On les retrouve un peu partout, les nitrites. Toutes ces substances permettent de modifier le goût, la texture ou encore la couleur des aliments. Certaines, consommées à haute dose, seraient néfastes pour la santé. C'est le cas des nitrites, classés cancérigènes, mais aussi des polyphosphates.
Le E450, E451, là on est sur les polyphosphates. Donc il pose un certain nombre de problèmes. Il y a quand même le problème cardiovasculaire, les problèmes de fragilisation des os. On a également potentiellement des effets au niveau de la cancérogénicité. Donc c'est vrai que c'est quand même, voilà, on a quand même des effets sur la santé qui ne sont pas des moindres. Selon la nutritionniste, si les produits industriels contiennent autant d'additifs, c'est pour une raison simple. Ce qui coûte le plus cher, c'est la viande. Donc, bon, si on veut enlever de la viande, si on veut mettre autre chose à la place, par exemple de l'eau, du gras, etc., il va falloir mettre un petit peu plus, par exemple, de polyphosphate pour que, globalement, la texture tienne. Produire à bas prix. Il n'y a pas qu'en ajoutant des additifs que les industriels y parviennent. Chloé Stevenson en sait quelque chose. Elle travaille pour l'association Foodwatch qui défend les intérêts des consommateurs. Son obsession, démasquer les pratiques malhonnêtes. Quand on regarde ce type de terrine, par exemple la terrine de sanglier, c'est que malgré le nom et malgré le packaging, quand on regarde la liste des ingrédients, il y a en réalité très peu de sanglier, enfin en tout cas moins que ce qu'on pourrait attendre, il y en a 20%. Principalement, ce qu'on va retrouver, c'est de la viande de porc, qui est le premier ingrédient par ordre d'importance. Et cette terrine n'est pas un cas isolé. Là, on a trois terrines différentes, sanglier, lapin, canard. Sur les trois, il y a tout juste 20% de l'ingrédient qui est vanté sur l'emballage. Dans ce genre de cas, nous, on parle d'arnaque sur l'étiquette parce qu'on pense que quand on vend quelque chose sur l'étiquette et que ça ne correspond pas à ce qu'il y a réellement à l'intérieur, c'est vraiment une arnaque vis-à-vis des consommateurs. L'information, elle doit être claire et elle doit être à l'avant de l'emballage. Chloé a mené l'enquête. Elle s'est intéressée de près aux terrines de canard et en a acheté une douzaine. Toutes contenaient seulement 20 à 30% de viande de canard. On voit qu'il y a des marques du distributeur, des marques nationales, des choses plus haut de gamme et des choses moins chères, et que c'est une pratique qui est répandue partout. Si on veut prendre un exemple d'une marque comme celle-ci, qui se présente comme une marque haut de gamme, on s'aperçoit que malgré tout, malgré cette image et malgré ce marketing assez haut de gamme, on a exactement le même type de composition. Vous voyez ici qu'on a 20% de canard, ce qui est la limite légale pour avoir le droit de s'appeler terrine de canard. En effet, aussi étonnante soit-elle, cette pratique est parfaitement légale. Comment ce seuil minimum de 20% a-t-il été fixé? Pourquoi les industriels mettent-ils autant de porc dans leur terrine de canard? Nous contactons l'une des marques visées par l'enquête de Foodwatch. Selon le commercial, le porc est indispensable pour apporter du moelleux. Mais là encore, c'est surtout une question de coût. À un moment donné, économiquement, si vous voulez, le consommateur, il va prêt non plus à mettre peut-être 4 € pour acheter une simple terrine de canard de 180 grammes. Donc si vous voulez, à un moment donné, il y a une réalité économique aussi derrière, quoi. Le canard est en effet près de 4 fois plus cher que le porc. Mais alors, pourquoi ne pas être plus transparent? Parce que là, sur l'étiquette, c'est toujours marqué terrine de canard et il n'y a pas d'autre mention que de canard. Ouais, sur le fond, c'est vrai que bon, voilà, on pourrait se poser la question. Voilà, on pourrait mettre terrine de canard et de porc. Bon, le souci, c'est que si nous, on met terrine de canard et de porc, et que l'autre à côté, notre concurrent, il met terrine de canard, avec le même pourcentage, nous, on ne vend plus rien, quoi. Voilà, donc c'est à l'interprofession, à la limite, de dépoussiérer un peu le code des usages. Le code des usages, une sorte de charte rédigée par les industriels et les charcutiers eux-mêmes pour encadrer la fabrication des produits de charcuterie. En d'autres termes, les professionnels se sont tout simplement mis d'accord entre eux pour fixer ce seuil de 20%. La Fédération des industries charcutières est-elle prête à faire évoluer ce code? Selon son délégué général, David Bazergue, une terrine de canard composée d'1/5 de canard, c'est amplement suffisant. On estime que c'est le pourcentage nécessaire pour apporter le goût et la texture au produit. Donc effectivement, mettre plus
de viande de canard, en l'occurrence dans le produit, n'aurait pas obligatoirement de conséquences en termes de texture, de goût des produits pour le consommateur. Enfin, c'est quand même un peu trompeur de mettre uniquement terrine de canard alors qu'il y en a juste 20%. Alors, ça n'est pas trompeur dans la mesure où, traditionnellement, une terrine, c'est un produit à base de porc. Et nous sommes prêts à réfléchir à d'autres moyens d'information du consommateur. D'autant que dans la profession, tout le monde n'est pas d'accord avec ce pourcentage. Loin de là. Jean-Michel Banvart est artisan charcutier, sacré meilleur ouvrier de France. Plusieurs fois par an, il anime des séminaires pour la célèbre école de cuisine Le Nôtre. Il enseigne à des chefs cuisiniers et des apprentis charcutiers toutes les techniques pour réaliser terrines et pâtés dans les règles de l'art. Donc on va faire la terrine de canard au poivre vert. Donc là en canard, on a les foies, on a les magrets ou filets de canard, on a les cuisses de canard et on a aussi un jus de canard. Et après c'est le porc un peu pour amener du moelleux. Et moi je vais ramener encore du moelleux par la crème que je vais mettre dedans. Pour notre terrine de canard, avec tous les ingrédients qu'on a mis dedans, on a à peu près 50% de canard. Soit plus de 2 fois plus que le minimum autorisé par le Code des usages. Quand vous avez 20% de canard, vous avez 80% d'autres choses. Donc il faut mettre au moins 40% pour que c'est le goût du canard. Si vous mettez que 20%, il n'y a pas de goût de canard. Parce que c'est dilué dans la masse. Transmettre les bonnes recettes et les bons dosages est l'une des priorités du meilleur ouvrier de France. Mais au cours de sa formation, Jean-Michel veut aussi apprendre à ses élèves l'art de la patience. Bon, maintenant, vous amenez le pâté de campagne. On va faire le pâté de campagne. Un simple pâté de campagne nécessite au moins 3 jours de préparation. Donc on a la gorge qui a été coupée en cubes, mis au sel avec du vin rouge, d'accord? Les foies de porc qui ont été mis au sel. Okay. Le charcutier fait mariner la viande pendant 48 heures avec du sel, du poivre, de la muscade et du vin rouge. C'est cette étape qui, selon lui, fait toute la différence avec un pâté industriel. Ben, c'est ça qui va amener un produit plus supérieur en qualité que celui qui hache tout de suite et qu'on met à cuire tout de suite, quoi. Quand on prend son temps, c'est toujours meilleur. Parce qu'on laisse la viande s'imbiber de produits, de sel, de tout ce qu'on a mis dedans, le vin rouge, tout ça. Donc ça va donner plus de saveur. Donc faut toujours, la cuisine, ou peu importe ce qu'on fait, il faut toujours prendre son temps. Après le hachage et le mélange, vient l'étape de la cuisson. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une crépine, une toilette ou une coiffe. D'accord ? La crépine permet de colorer sans durcir le produit. D'accord ? Et là aussi, il faut être patient. Là, j'ai mis 195 parce qu'il faut que le four il aille vite. Juste pour faire une réaction de Maillard, pour donner du goût. Et après, on le cuira au bain-marie, en basse température, pour qu'il reste bien moelleux. 2 heures de cuisson plus tard, le pâté devra encore reposer 24 heures avant de pouvoir être dégusté. Jean-Michel Banvart met un point d'honneur à transmettre son savoir-faire. Car selon lui, le métier de charcutier se perd. Pour nous le prouver, l'artisan nous a donné rendez-vous à Rungis. C'est dans cet immense marché que se fournissent de nombreux professionnels comme lui. Mais certains ne viennent pas seulement y acheter des matières premières. Ici, des grossistes proposent des pâtés déjà tout faits. Une tête roulée, d'accord ? Ouais. Ça, c'est le pâté de foie, classique. Vous avez les rillettes, porc et oie. J'ai une certaine philosophie dans la charcuterie et j'essaie de la garder dans tout ce que je fais. Et des produits comme ça, moi, j'ai pas envie d'acheter, quoi. C'est pas mon truc. Même si j'avais pas beaucoup de personnel ou même si j'étais dans la panade, je fabriquerais quand même. Je réduirais ma gamme de produits, mais j'irais pas à la facilité. Tous ces produits sont achetés en gros à des fabricants, puis revendus par le grossiste. Et sa clientèle a de quoi surprendre. Vos clients, ce sont qui essentiellement ?
quasi uniquement boucher, charcutier, traiteur. Voilà. On travaille qu'avec eux. Ce que je vends le plus en lapin, ça va être celle-ci. Et puis après, en campagne, on a celle-ci, un fabricant de pâté breton. Ça, c'est un industriel? Oui. C'est pas fabriqué de manière artisanale? Non. Ces terrines, fabriquées principalement par des industriels qui fournissent aussi les grandes surfaces, se retrouvent donc chez les bouchers charcutiers. Aujourd'hui, on a des terrines qui ont au niveau goût et qui sont vraiment top. Après, le consommateur, il ne voit pas la différence entre eux. Du tout. Comment sont fabriquées ces terrines? Nous contactons les entreprises les plus importantes du secteur. Aucune n'accepte de nous recevoir. Nous changeons donc de stratégie. Nous prenons rendez-vous chez un autre grossiste, cette fois sans mentionner que nous sommes journalistes. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Oui, ça va. Merci. Nous prétextons vouloir ouvrir une boutique de charcuterie traiteur et filmons en caméra cachée. C'est quoi le pourcentage, à votre avis, de ceux qui continuent de fabriquer boucher charcutier? Alors déjà, il y en a qui fabriquent zéro de chez zéro. Après, il y en a quand même qui fabriquent un petit peu, mais ça représente rien. Pour fabriquer soi-même, il faut qu'il y ait du volume. Parce que c'est pas dans la petite casserole. Il faut nettoyer, il faut laver, il faut désinfecter, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Ouais. Vous allez faire 20-30 kilos d'un coup, sinon c'est pas rentable. Les charcutiers qui ne fabriquent pas eux-mêmes veulent tout de même des produits avec l'apparence du fait maison. Voilà, ça c'est Ah oui, la présentation charcutier traiteur. On a des pâtés qui sont plats. Oui, c'est ça que j'ai un peu l'impression que ça sort du four. Ouais. Et un autre pâté, on a une présentation par exemple. Ouais. Ça, c'est livré avec le contenant, du coup. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui. Ouais, c'est des contenants, ça passe comme du fait maison après. Ah oui, tout à fait. Alors, juste pour avoir une idée, du coup, c'est combien? Pâté de campagne, ça va aller pour les plus bas de gamme, 3 € du kilo, Ouais. jusqu'à 6, c'est un peu double. D'accord. Et vous vendez 15. Du pâté, revendu 2 à 3 fois plus cher que le prix d'achat au grossiste. Comment les bouchers charcutiers présentent-ils ces produits à leurs clients? « 6 h du matin. Les livreurs quittent l'entrepôt du grossiste. Discrètement, nous suivons l'un des camions. Sa tournée compte principalement des bouchers charcutiers. Après 2 heures de filature, nous allons à la rencontre du livreur. On fait un reportage sur les terrines, on voulait savoir si vous livrez des terrines. Là aujourd'hui, c'est de la rillette, pâté de campagne, j'ai mousse de foie, terrine de canard aussi. Et là, vous lui avez livré quoi, lui? Pâté de campagne, piment d'Espelette. En caméra cachée, nous nous rendons chez le dernier charcutier livré. Bonjour. Vous n'avez pas du pâté au piment d'Espelette, par hasard? Je peux en avoir? Merci. Et là, tout est maison dans ce que vous avez? Non? Le pâté de campagne et le lapin. D'accord. Le reste, c'est pas maison. D'accord. C'est fait de manière artisanale quand même ou c'est... Oui, oui. Vous allez voir, il est super bon pâté. Ok. Bon, ben, je vous remercie en tout cas. Bonne journée. Au revoir. La commerçante reste évasive et ne donne aucune précision sur la provenance des pâtés. Même son de cloche chez un autre charcutier. Votre campagne, c'est fait maison? C'est notre traiteur qui le fait. Mais c'est un traiteur qui est Un bon traiteur. D'accord. Ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, on connaît les produits. D'accord. Donc c'est fait de manière artisanale alors? D'accord. Sans étiquette indiquant l'origine et la composition des produits. Le consommateur est obligé de se fier à la parole des commerçants. Seule garantie, lorsque les artisans prennent le temps de fabriquer eux-mêmes leur pâté, ils l'affichent souvent fièrement. En tout cas, la majorité des pâtés que nous avons filmés chez les grossistes proviennent d'entreprises industrielles. Nous montrons les étiquettes de ces pâtés à la nutritionniste Anne-Laure Denant. L'une d'elles l'étonne particulièrement. Ça, c'est un truc
Ah ouais, bah là, on a la totale, hein, on a le 451, là. Hein. Oh là 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 là. Ah ouais, ouais, c'est vraiment pas terrible, ça. On a quand même un bon petit cocktail d'additifs, hein, dont un additif qui pose problème, donc le fameux polyphosphate, le 451. Donc ça, ce serait vraiment à éviter, Ça serait pas un produit que je choisirais, non. Je m'attendrais à mieux quand même de la part des boucheries, des charcuteries. Parce que là, on se retrouve quand même avec un produit proche de ceux que l'on trouve en grande surface. Si la composition peut laisser à désirer, qu'en est-il du goût? Nous nous en remettons au palais expert de Jean-Michel Banvart, notre meilleur ouvrier de France, et à celui de son confrère, Pascal Joly. À l'aveugle, nous allons leur faire goûter 3 pâtés de campagne. Le premier, acheté dans un supermarché. Le deuxième, vendu par le grossiste au boucher charcutier. Et le troisième, fabriqué de manière artisanale. La dégustation commence par le pâté du supermarché. Ah bah ça pour la saveur d'un pâté de campagne. Il n'y a pas d'oignon, il n'y a pas tout ça dedans, il n'y a pas quelque chose qui est plus doux. C'est pour... Un peu gras. On sent une acidité sur le palais. C'est pas franchement super, quoi. Mauvaise note pour ce pâté industriel. Qu'en est-il de celui du grossiste? Un peu gras en bouche, pas d'épices, je sais pas, je trouve que c'est un pâté qui a pas vraiment de relief. Non, c'est un pâté de campagne moyen, il n'est pas exceptionnel, quoi. Il n'est pas exceptionnel. C'est pas un grand pâté de campagne. Reste le dernier pâté, celui fabriqué de manière artisanale. On a un petit goût de rôti dessus. Pour moi, c'est plus artisanal, ça. Ouais, puis il y a plus de goût d'aromate. Oui, puis celui-là, il est bien cuit. Jugé meilleur que celui du supermarché, le pâté du grossiste ne supporte pas la comparaison avec le pâté artisanal. Question de goût, mais aussi d'aspect. Pour moi, ça c'est industriel, hein, sûr. Ça ressemble pas à un pâté de campagne. Quand on voit commencer, on dirait que c'est plutôt du lapin ou je sais pas, ou autre chose, mais ça ressemble pas du tout. On voit pas le foie, on voit pas... Et là, on voit rien. En France, la méfiance envers les produits industriels a légèrement fait baisser la consommation globale de pâtés et terrines. Mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. À des milliers de kilomètres de Paris, le pâté connaît un succès aussi étonnant que retentissant. En plein cœur de Tokyo, au Japon, les restaurants de sushi côtoient les bistrots français, comme celui de Christophe Pocot. Le chef a créé ce bouchon lyonnais il y a 10 ans. Il n'y sert que de la cuisine française. Ses produits stars, le saucisson à l'ail et la terrine de campagne. L'assiette de charcuterie, ça marche très bien. À l'année, hein, c'est ce qu'on vend le plus. Il y a vraiment aujourd'hui un engouement sur la charcuterie française au Japon. De plus en plus de restaurateurs font leur terrine, leur pâté. C'est des goûts très marqués. On assaisonne des assaisonnements très prononcés en France. Hein. Les Japonais sont très friands et je pense que lorsqu'ils sont allés en France, ils ont obligatoirement mangé une assiette de charcuterie quelque part. Et quand ils mangent ici une assiette de charcuterie au Japon, ça leur rappelle un petit coin de la France. Et à cochonaiですね。charcuterieの盛り合わせで、こちらはテリンでカンパニ、ニンニクのソーセージ、軽く燻製している豚のリエット、ソシソンセクとピクルスになります。たっぷりパンつけて召し上がってください。はい。 Dans la cuisine japonaise aussi, on aime quand il y a plein de petits mets savoureux et jolis. L'esprit est le même, j'aime ça. L'engouement est tel que des charcuteries voient même le jour à Tokyo. Christophe nous emmène dans l'une d'elles. Ça va bien?
Tout va bien? Ah oui. Beaucoup de travail aujourd'hui? Kyotsukuta soseji wa nan desu ka? Kore wa jibun de sukutte desu ka? Saucisson sec. Oh. Rikiya Kawata s'est formé à la charcuterie en France. Cette année, il participe à un événement hors du commun, le championnat du monde de pâte et croûte. L'intitulé peut faire sourire, pourtant c'est très sérieux. Une dizaine de candidats va se frotter à un jury prestigieux, composé de meilleurs ouvriers de France et de chefs étoilés. Il faut une sacrée force. Je suis un homme. Je suis un homme, donc ça va. La finale asiatique a lieu dans 5 jours. Dans ma recette, il y a du foie gras, du chevreuil japonais, du canard et bien sûr du porc. Je vais les travailler et les enrober de pâte. Du coup, c'est une recette que vous avez créée spécialement pour le concours. Oui. Vous pensez que ça va plaire au jury? Ah, j'espère. Rikiya s'entraîne depuis des mois. Pour séduire le jury, son pâté doit être impeccable. À commencer par la farce, qu'il veut tendre et goûtue. J'ai mis ce bide pour bien mariner. Je laisse une nuit comme ça, ouais, au frigo. Le charcutier sait qu'il aura face à lui des candidats redoutables. Parmi eux, Yoichi Nakaaki. Ce chef japonais a fondé un restaurant dédié à la cuisine française. Passe-moi le cognac, le porto rouge et le grand bol. Il mise sur une recette originale, plébiscitée par ses clients. Il y a du veau, du canard, du porc, du foie et du cœur de volaille fumé, des raisins secs, des pistaches et des trompettes de la mort. Du moelleux de la farce à la décoration de la pâte, d'une délicatesse toute japonaise, chaque détail compte. L'étape la plus délicate, le montage du pâté. Il faut remplir en faisant attention à ce que tout soit bien droit et qu'il n'y ait pas d'espace. Le remplissage, c'est le stade le plus important pour que ce soit joli. En participant à ce championnat, Yoichi espère doper la renommée de son restaurant. Trois jours plus tard, nous retrouvons Christophe Bocco. Le chef français fait partie des organisateurs du concours. Jean-Pilette, Jean Wakochi. J'installe les positions des jurys, on met des chefs japonais avec des chefs français mélangés. Donc c'est pas deux Français qui sont côte à côte. Sur les 12 candidats japonais, seul le vainqueur participera à la grande finale mondiale en France. Ils ont chacun une demi-heure pour préparer et présenter leur pâté en croûte. Un moment crucial, car c'est seulement lors de la découpe que le résultat de leur travail apparaît. Vous êtes content? Ouais, c'est très joli. Je suis très content. Ouais, c'est magnifique. Alors, pâté en croûte, veau, filet de canard, cœur de volaille, pistache, raisin sec, armagnac, porto rouge. Dès son entrée en salle, le pâté de Yoichi fait sensation auprès du jury. Oh là là. Où est ton champion? Vous l'aimez bien celui-là? Ah, il est bon. Le travail est propre. La gelée est jolie. Donc ça, c'est un pâté qui est très charcutier, avec des morceaux. Hein, donc ça, c'est une belle tranche de pâté. Ça annonce une belle édition et un niveau intéressant. Un haut niveau que l'on retrouve dans chaque assiette. C'est maintenant au tour de Rikiya de présenter son pâté. Le charcutier
n'est pas très satisfait. Le jury non plus. Il y a une lacune immédiate, c'est que la pâte n'est pas cuite en extérieur. Ça fait que c'est un élément extrêmement important. La cuisson de la pâte. Bah oui, c'est pareil du retard. Pour Rikiya, c'est la fin de la partie. Quant à Yoichi, il frôle le podium. Yon wa restaurant à table Nakaaki Yoichi-san. C'est vraiment dommage. Mais c'était une bonne expérience. Avec son pâté en croûte au foie gras, le lauréat, lui, participera à la finale mondiale qui se déroulera quelques mois plus tard en France. Où qu'il soit dans le monde, ces orfèvres du goût enrichissent notre terroir. Sans cesse revisitée, la terrine n'est pas prête de lasser nos palais.